Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du 20h30. Sécurité. Les chefs de terre resserrent la ceinture. Les gouverneurs sont en conclave à Yaoundé depuis ce matin. La sécurisation du scrutin présidentiel du 7 octobre prochain au menu des discussions. Détails avec Sévérin Legambélé en ouverture du 20h30. Littérature politique, la nouvelle signature de Paul Biya. Le livre-programme pour le libéralisme communautaire vient d'être réédité. Le renouveau de la pensée va bien au-delà de la couverture pour resituer le livre dans son temps et son actualité. Découverte dans cette édition. Préparatifs qu'en 2019, la tempête passe et les chantiers continuent à Garoua. Un orage a causé plus de peur que de mal dans la construction d'un hôtel devant accueillir les délégations dans le chef-lieu de la région du Nord. Éclairage en page des sports. Voilà pour les titres. Ils sont tous à Yaoundé, les gouverneurs de région, réunis depuis ce matin dans la salle de délibération de l'hôtel de ville de la capitale. C'est dans le cadre de leur première conférence de l'année 2018. Parmi les sujets à débattre, la situation sécuritaire et surtout les mesures appropriées à prendre pour la sécurisation du processus électoral. Sévérin Legambélé. Les gouverneurs des 10 régions ont un impératif de travail. Avant la date du 7 octobre, il faut créer les conditions nécessaires au bon déroulement de l'élection présidentielle. Il faut mettre en route des stratégies visant à sécuriser les opérations électorales de la sortie des bureaux de vote à la proclamation des résultats. Et pour cette conférence annuelle, la première du genre pour le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, les échanges sont enrichis par des communications spéciales, celles du délégué général à la Sûreté nationale et du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie. Dans l'ordre constitutionnel, l'élection du président de la République emporte en son cours les préoccupations d'intérêt national et relaie au second plan les autres consultations populaires. De toute évidence, l'élection à la magistrature suprême est un moment crucial dans la vie de la nation. C'est dire aussi à quel point nous sommes tous concernés et interpellés. 2018 sera une importante année électorale. Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin que les opérations électorales se déroulent dans le calme et la sécurité. Dans un contexte de troubles et de violences dans certaines régions du pays, la finesse de l'action des autorités administratives est plus que jamais sollicitée. Nous nous concertons au quotidien pour s'assurer que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Et du côté de Fongo-Tongo, c'est là où nous enregistrons quelques incursions, mais il y a une mobilisation de forces qui se trouve de ce côté-là pour empêcher à ce qu'on ne dérange pas. Cette première rencontre annuelle entre les gouverneurs des régions et le ministre de l'administration territoriale est aussi l'occasion d'évaluer les avancées du processus de décentralisation au Cameroun. De la littérature politique dans ce 20h30 avec la nouvelle écriture de la place du Cameroun dans le monde actuel selon Paul Biya. Son maître ouvrage pour le libéralisme communautaire vient d'être réédité et la toute dernière version intègre les préoccupations de l'heure, donnant à l'auteur le regard d'un homme de son temps. Agnès Solange Abessolo. Enthousiasme et fascination pour la première sortie de l'ouvrage en 1987. Un événement éditorial qui a fini de convaincre les raisonneurs les plus incrédules à travers la cohérence des thèses et des arguments de l'illustre auteur. C'est le seul livre qu'il faut lire, à vrai dire, pour bien gérer ce pays. Libéralisme. Dieu qui veut que l'individu prenne ses responsabilités dans le développement économique. Le libéralisme communautaire a été le livre qui apporte cette nouvelle vision et qui met au rebut les pratiques, les textes et les approches de l'ancien régime. Un renouvellement de la réflexion politique sur les voies et moyens de prévenir les effets néfastes des tragédies provoquées par les grandes théories venues d'ailleurs qui ont montré leurs limites en Afrique. Paul Biya propose alors non pas un système de plus, mais une philosophie spécifiquement africaine du développement basée aussi bien sur le souci d'efficacité que sur le devoir de solidarité et de respect de la personne humaine. C'était il y a 30 ans, ce qu'il appelle le libéralisme communautaire. Une philosophie toujours d'actualité brûlante et contextualisée à travers cette nouvelle édition.
Au regard de la situation politique, économique, sociale et culturelle du Cameroun, en adéquation avec les interpellations majeures de l'heure, une réédition était nécessaire. L'homme d'action et éminent sage qui préside aux destinées du pays admiré pour sa solidarité lance un appel à ses compatriotes dans cette tribune éditoriale. La sortie officielle de ce livre de 164 pages est prévue mercredi prochain. Tournons-nous maintenant du côté des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Par ces temps de rentrée des classes, il est opportun de savoir ce que proposent les uns et les autres en matière d'éducation. Voyons cela dans ce recueil de propositions rassemblé par Rodrigue Bertrand-Toueno. Plusieurs candidats à un bail au palais d'Etoudi nourrissent de grandes ambitions pour le secteur de l'éducation. Joshua Ossi envisage entre autres actions l'introduction d'une bourse scolaire pour les enfants issus des ménages défavorisés, l'école gratuite et obligatoire jusqu'à la fin du premier cycle et la suppression de la scolarité dans les universités et grandes écoles d'État. La fermeture de l'ENAM. Quant à Maurice Kamto, il préconise une réforme du système éducatif articulée autour de l'exposition des jeunes élèves au raisonnement scientifique assermenté, la création des universités qui répondent à l'impérieux besoin d'élever le niveau d'éducation et de formation dans l'ensemble du pays, la scolarisation des jeunes Camerounais de toutes les régions du pays. Serge Espoir Matomba propose la refondation du système éducatif et la construction d'un nouveau profil de Camerounais, la suppression des frais d'APE, l'école gratuite et surtout obligatoire. Paul Biya maintient le cap d'un investissement massif pour l'enseignement. 15% de la dépense publique en 2018, une carte scolaire et universitaire qui s'étoffe progressivement avec comme exemple les plus récents l'ouverture d'une faculté de médecine à Garoua et d'une école normale supérieure à Bertois. La connexion des universités au cyberespace universitaire mondial, une politique du livre scolaire qui allège les charges des parents pour ne citer que ces actions. Autant de propositions et promesses qui servent lors de la sérénade des candidats aux électeurs pendant la campagne. Et puis il faut signaler que les partis politiques sont sur le terrain et se déploient vers les populations pour passer leur message. Le Front national pour le salut au Cameroun était sur le terrain à Garoua. Et nous voyons tout cela avec nos correspondants de CRTV Garoua. Au-delà de la forte mobilisation des militants, militantes et sympathisants du Front pour le salut national du Cameroun, dans une chaleureuse communion populaire, le méga-meeting de Garoua était l'occasion pour le FSNC d'affûter les stratégies de la campagne électorale pour un plébiscite du président Paul Biya le 7 octobre prochain. Nous voulons donc rassurer le président Biya. Ici, c'est plié. Ici, la messe est dite. Aux autres candidats, j'ai bien peur pour eux, en vérité, qu'ils ne soient que des enjoliveurs de la démocratie. Parce qu'en vérité, ici, ils n'ont aucune chance d'avoir une seule voix. Nous veillerons en sorte que le 7 octobre, que ce vote-là, dans son entièreté, soit acquis et favorable au président Biya. Une démonstration de force qui rassure. Il ne fait pas de doute, au vu de l'engouement et de la détermination qui vous anime aujourd'hui, que Garoua, le 7 octobre prochain, fera le choix utile, le seul choix qui vaille en votant pour le candidat Paul Biya. Je vois Monsieur le Président de la République, ce septennat est celui de l'Université de Garoua. Je vois, nous soutenons sans réserve nos forces de défense et de sécurité. Vous avez déjà dit vers où on va. Maintenant, il nous reste une chose. Le 7 au matin, que chacun prenne sa carte électorale et aille voter Paul Biya. Un rendez-vous qui fera date.
Et tout juste à côté, dans l'extrême nord, les militants RDPC de la section Diamaré-Est étaient réunis hier à Bogo. C'était à l'occasion d'un meeting d'évaluation des réalisations socio-économiques du renouveau en leur faveur. Ces militants promettent un plébiscite à Paul Biya le 7 octobre prochain. C'est ce que nous dit Malmoussa le Doublès de CRTV Extrême Nord. C'est le meeting test et le Diamaré-Est garde sa capacité de mobilisation, un bon signe en cette veille de campagne électorale. Nous avons fait une stratégie de campagne. Comment nous allons mener notre campagne? Quelles sont les dispositions qui ont été prises dans chaque sous-section pour que ça se passe dans de très bonnes conditions? Il y a de bonnes raisons pour ces militants d'être fidèles et loyaux. Le renouveau a tout mis en œuvre pour changer leur quotidien. Les militants de Bogo sont des militants fidèles et ils l'ont toujours prouvé. Nous avons voulu venir les appuyer pour qu'ils fassent le maximum pour l'élection de notre candidat Paul Biya. Qu'ils s'ouvrent à nos alliés aussi et à ceux qui nous ont ralliés pour qu'ils les entraînent pour que le vote de Bogo soit toujours parmi les meilleurs. Les militants et les alliés VIP qui ont bravé de longues distances pour être à Bogo ont joint leur voix à celle de Sa Majesté El Hadj Amadou Ousmanou, l'amido maire de Bogo, pour appeler à la mobilisation dans les urnes le 7 octobre prochain. Le socle qui nous unit davantage, c'est bien sûr notre parti, le RDPC. Il va falloir travailler de telle sorte que le processus soit bien conduit jusqu'au bout et que la victoire de notre candidat soit tout simplement éclatante. Bogo est donc prêt et la campagne électorale s'annonce sous de meilleurs auspices dans ces circonscriptions politiques de l'extrême nord. Dans le centre, le département de la Léquié réitère son engagement à soutenir le candidat Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. L'élite politique de cette partie du pays a tenu hier à Monatélé des assises dites républicaines au cours desquelles une somme de 42 millions de francs CFA a été mobilisée en faveur des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Des précisions avec Séverin Legambélé. À quelques jours du lancement de la campagne électorale en vue de l'élection du président de la République, l'élite politique du département de la Léquié s'est une fois de plus se retrouvée pour affiner sa stratégie d'accompagnement et de soutien au candidat Paul Biya. Par le passé, cela avait déjà été dit, mais cette fois, dans le cadre de ce qu'on a qualifié d'assises républicaines, on a renouvelé les engagements. Le poids de la Léquié dans le bassin des voix que devra récolter le président Paul Biya, président candidat, sera à la hauteur de ce potentiel et de l'engagement politique qui est celui de toute la Léquié derrière ce président, y compris d'ailleurs, je dirais, du statut privilégié d'amis fidèles et loyaux du président Paul Biya, dont nous avons été gratifiés par lui-même ici à Monatélé. Les membres du gouvernement y assimilés, les parlementaires, militants et partis alliés au RDPC dans la Léquié ont apporté une contribution financière pour la réussite de l'opération de solidarité nationale au profit des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons encore une fois honoré le rendez-vous de la mobilisation des fonds, 42 millions de francs de solidarité de la Léquié, toutes catégories sociales confondues jusqu'à la base. Près de 42 millions de francs CFA en faveur des victimes des actes de violence dans ces deux régions. Actes de violence, du reste, fermement condamnés. Présidentielle 2018, les militants de la section RDPC Vallée d'une Thème à Ambam viennent de tenir les travaux conjoints de leur conférence de section. Au cours de ces assises, les militants de cette section ont promis un soutien massif au candidat Paul Biya. Nous en parlons avec Cyril Nkemenye de CRTV Boulevard. Ambam et l'ensemble de la vallée d'une Thème ont déjà fait leur choix. Le 7 octobre prochain, le président Paul Biya, candidat à sa propre succession à la tête du Cameroun, sera plébiscité par les populations de la vallée d'une Thème. C'est la principale leçon à retenir de la conférence de section RDPC de la vallée d'une Thème 1. Nous avons toutes les raisons de voter pour notre champion, le président national du parti, son excellence Paul Biya, parce que c'est lui qui a créé la vallée d'une Thème. Il contribue à la promotion des fils et filles du département de la vallée d'une Thème. Toute la ville d'Ambam est goudronnée, comme vous le voyez. Le barrage hydroélectrique de Mbele est basé dans le département de la vallée d'une Thème.
Les militants de l'OFRDPC, de l'OJRDPC et du RDPC des 26 sous-sections que compte la vallée du Thème 1 ont pris d'assaut en grand nombre la salle des actes de la mairie ultramoderne d'Ambam pour s'abreuver à la source des cadres du parti invités à Ambam pour les besoins de la cause. Nous avons sollicité un plébiscite. Il faut que le candidat du RDPC soit plébiscité le 7 octobre 2018. Pour les fils, filles et populations de la vallée du Thème, Paul Biya incarne à la fois la modernité, la stabilité et la maturité. Cette conférence de section s'est achevée par une grande marche de soutien et de remerciement dédiée au président Paul Biya, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et dans cette course à la présidentielle, je signale que le candidat du parti Univers, Cabral Libby, séjourne en Europe. Le week-end dernier, il était en France où il a rencontré ses partisans. Il leur a présenté son programme d'action et surtout organisé une mobilisation de fonds en vue de financer sa campagne. Retrouvons à Paris Maxence Ancel pour les détails. Après la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, Cabral Libby a présenté ici à Levallois, en région parisienne, la vision qu'il a pour le pays, devant ses soutiens et militants en délire. Une tournée européenne marquée par une phase importante à chaque étape, la levée de fonds. Des contributions en argent liquide, par chèque, par carte bancaire qui satisfont le candidat. Nous l'avons annoncé, nous voulons lever 200 millions de francs CFA pour notre campagne et je suis heureux qu'ici, au sortir de cette réunion, nous ayons pu lever ici, à Paris, je crois environ 16 000 ou 17 000 euros par là. Réunion interactive avec beaucoup de questions dans la salle et de nombreuses promesses du candidat à la diaspora et aux Camerounais du pays qui laissent entrevoir un coût financier considérable. Et revoici le feuilleton de la semaine, deuxième saison. Son intrigue est inspirée par l'actualité politique dominée, comme vous le savez, par les préparatifs de l'élection présidentielle. Comment les candidats communiquent-ils sur Internet? Nous le verrons toute la semaine. Mais ce soir déjà, intéressons-nous aux outils mobilisés pour la campagne sur le web. Nous voyons cela avec Oswald Medoun, premier épisode du feuilleton de la semaine. La campagne pour l'élection présidentielle de 2018 a trouvé en la toile son premier champ d'expression. Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, site web et autres Instagram offrent désormais une autre visibilité aux candidats. Et les 9 en lice pour la présidentielle du 7 octobre ne se sont pas fait prier pour prendre d'assaut le cyberespace. On ne peut plus pratiquer la démocratie en 2018 sans intégrer le cyberespace. C'est une composante de la vie, c'est un outil de proximité qui démontre clairement que le candidat est également proche de son peuple parce qu'à tout moment, vous avez la possibilité de l'avoir, vous avez la possibilité d'échanger avec lui sur son programme de société sur Internet sans toutefois qu'il y ait des passerelles à gauche et à droite. 2 candidats sont, pour ainsi dire, sur tous les fronts. À lui seul, Paul Biya du RDPC compte 3 sites web. Il est également présent sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube via plusieurs comptes avec des centaines de milliers de followers. Maurice Kamto du MRC lui aussi ratisse large en affichant sa présence sur les mêmes plateformes. Afin d'assurer la visibilité de leurs candidats sur la toile, de petites mains s'activent dans les QG au quotidien et souvent en continu. Ce sont des jeunes mais également des personnes âgées disposant de compétences en matière informatique surtout, et beaucoup plus dans des domaines assez pointus tels que le web marketing, tels que la communication digitale et autres. À en croire leur vitalité, Facebook, Instagram, Twitter et les sites web semblent avoir de la cote. La génération Android, véritable niche des lecteurs, peut justifier cet engouement nouveau. Et les candidats jeunes l'ont bien compris. Cabral Libby via ses lives ou encore Serge Espoir Matomba avec son application SEM 2018. La campagne 2.0 est devenue incontournable. Sortons de la politique et jetons ce soir un regard sur le développement local. L'État dispose d'un instrument pour accompagner son action au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Il s'agit du FECOM dont les interventions couvrent l'ensemble du territoire national. Voyons quelques réalisations de cet organisme dans la région de l'extrême nord dans ce reportage de Bakary Galdima.
L'accélération du processus de décentralisation et la promotion du développement local sont en bonne marche à l'extrême nord. Dans cette région, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale mène depuis quelque temps d'importantes actions en faveur des collectivités territoriales décentralisées. Cette mission d'accompagnement des communes s'est traduite sur le terrain par des appuis techniques et financiers. En termes de réalisation, il faut dire que nous avons 48 communes. Et sur les 48 communes, il y a au moins, à cette date, au moins 36 qui ont déjà bénéficié en matière, par exemple, de construction des hôtels de ville, qui ont bénéficié des concours financiers du FECOM. En plus de l'amélioration des conditions de travail du personnel du FECOM et du cadre d'accueil des magistrats municipaux, des projets pour renforcer la résilience des collectivités territoriales décentralisées de cette région ont également vu le jour. En 2017, le FECOM a lancé le programme de financement du projet Impact Rapide qui nous a permis de mettre à la disposition de l'ensemble des communes de la région un montant de 100 millions par commune. Tous ces projets dits sociaux ont permis aux populations bénéficiaires de ressentir un léger mieux dans leur vécu quotidien. On a attendu depuis une longue date et l'eau est arrivée maintenant. Dans la région de l'extrême nord, le FECOM s'est montré un outil fiable à la disposition de financement des actions de décentralisation et les collectivités territoriales décentralisées de cette région entendent plus que par le passé saisir les opportunités. Et nous nous excusons pour la qualité visuelle de certains extraits du reportage que vous venez de suivre. Parlons maintenant dans la suite du journal des petites et moyennes entreprises du secteur de l'élevage. Les jeunes opérateurs économiques de certaines communes de Yaoundé suivent une formation dans la conservation et la transformation de produits de l'élevage. L'atelier a été lancé ce jour à Yaoundé par le ministre des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat, Laurent-Serge Etundingwa. Les détails, Pierre Evimbe. Les jeunes de Yaoundé 1er, 4e et 5e à l'école des produits carnés. Ils sont 20 et pendant 10 jours, ils vont recevoir des compétences pour donner du contenu aux projets qu'ils portent souvent avec difficulté dans cette filière de la bonne chair. J'encourage les jeunes à adhérer parce que cela rentre dans le processus gouvernemental du président de la République, la formation des jeunes pour qu'ils puissent s'autofinancer. L'abattoir municipal de Yaoundé se trouve où? À Yaoundé 1er. Nous sommes absolument intéressés, compris, concernés. 93% des projets déposés au ministère des petites et moyennes entreprises portent sur les activités agro-pastorales. Si passer à l'étape de l'industrialisation coûte assez cher, il est possible d'acquérir des savoir-faire qui permettent de contourner ce préalable majeur. Il s'agit ici de permettre à la jeunesse de pouvoir bénéficier de la technologie et des moyens techniques pour produire des animaux et de pouvoir savoir les conserver. Voici, selon les autorités, une fois de plus la preuve que les jeunes peuvent compter sur le gouvernement et ceux qui l'incarnent pour se prendre en main sans trop lorgner du côté de la fonction publique. Nous parlons toujours des jeunes. Le Cameroun veut adapter la formation des élèves, des élèves du secondaire, autant pour moi, aux besoins des entreprises locales. La ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, a reçu à cet effet une délégation de la Banque mondiale ce jour à Yaoundé. Je vous propose d'écouter à ce sujet un des émissaires de la Banque mondiale, interrogé par Catherine Toulouelanga. Nous avons discuté le projet pour le développement des compétences pour la croissance et l'emploi au Cameroun. C'est le projet multisectoriel. Le MINIFOP est chargé dans la préparation de ce projet, mais tous les ministères, MINISEC, MINISOUP et autres ministères sectoriels avec le secteur privé participent dans la préparation du projet. Et l'objectif du projet est augmenter l'offre de compétences qui sont importantes pertinentes pour les marchés du travail. Parlons à présent de notre environnement. Le gouvernement prépare donc un document permettant de mieux comprendre notre espace de vie. C'est le but d'un atelier ouvert ce lundi à Yaoundé par le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, Pierre Elé. Les détails dans ce reportage de Florence Ngwangeli.
Peut-être l'élément de Florence Gwangele dans la suite du journal, mais tout à l'heure nous allons essayer de poursuivre cette session d'information en prenant une autre actualité, une saveur de thé japonais particulièrement dans la suite du journal, à la faveur de la journée du Japon, célébrée ce lundi à Yaoundé. L'événement présidé par l'ambassadeur du Japon au Cameroun, Kuino Okamura, a été marqué par la cérémonie du thé. Voyons de quoi il s'agit exactement avec William Badier. De nombreux invités ont favorablement répondu à l'appel de l'ambassadeur du Japon au Cameroun en cette célébration de la culture japonaise marquée par la cérémonie du thé. Venu du Japon en cette grande première en Afrique subsaharienne, le maître Soyu Mori et ses élèves ont procédé à la démonstration pratique de la cérémonie du thé. C'est vraiment spirituel, donc ce n'est pas simple de prendre du thé. Et en faisant la cérémonie du thé, on va passer la communication, pas orale mais mentale, entre hôtes et les invités. La démonstration du thé, un rituel tiré des profondeurs de la culture japonaise, apprécié par la communauté camerounaise des anciens du Nippon. Le Japon est un pays très développé, mais au même moment, le Japon est un pays qui respecte sa culture et ses traditions. Nous devons aussi respecter nos traditions et nos cultures, et au même moment, nous devons chercher moyen à nous développer. Connu au Cameroun pour ses prouesses technologiques de pointe et la fabrication des véhicules de haute qualité, le Japon espère aujourd'hui, par cette célébration du thé partagée à sa juste valeur, la haute dimension spirituelle de sa culture. Bonne nouvelle, la lutte contre le paludisme vient de bénéficier d'un appui de 12,5 milliards de francs CFA. Le don du gouvernement américain a été fait au cours d'une audience ce jour à Yaoundé au ministère de la Santé publique. Écoutons le chef de la délégation américaine, Felicia Price, dans cet extrait sélectionné par Lucie Colette Avoulo. Nous nous réjouissons du fait que l'Amérique est à nos côtés d'une manière très visible. Depuis l'année dernière, nous avons eu 20 millions de dollars dans la lutte contre le paludisme. Et la rencontre d'aujourd'hui, c'était pour nous dire que, vu les bons résultats que le Cameroun a eu au cours de l'année, il a été voté plus 10% à l'enveloppe de l'année dernière, dont nous aurons 22 millions de dollars pour continuer à soutenir la lutte contre le paludisme. Je crois que c'est une très bonne nouvelle et nous nous réjouissons de cette confiance du gouvernement américain. Revenons sur cette actualité sur notre environnement. Le gouvernement prépare un document permettant de mieux comprendre notre espace de vie. C'est le but d'un atelier, en tout cas ouvert ce lundi à Yaoundé par le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, Pierre Elie. Les détails dans ce reportage de Florence Gwangele. L'environnement se dégrade de façon de plus en plus croissante. Cette dégradation s'observe à travers des phénomènes tels que la perte de la biodiversité, les catastrophes naturelles, le réchauffement climatique, la sécheresse, entre autres. Au cours de ce séminaire organisé par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, il est question de mettre à la disposition du gouvernement un document qui dresse un état fiable de l'environnement au Cameroun. Il s'agit là d'un document très important. Il est considéré comme un instrument de pilotage de la politique du gouvernement en matière environnementale. C'est se présente également comme un outil opérationnel pour le suivi de la mise en place de notre politique environnementale. Mais surtout aussi, il s'avère être, disons, un instrument très important qui aide notre pays dans le cadre de négociations avec les pays partenaires. Les experts en environnement qui doivent produire ce document de référence qui présente et analyse l'état actuel de l'environnement au Cameroun ont jusqu'à la fin de l'année 2018 pour mettre à la disposition du public le dit document. Une nouvelle en éducation, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée a tenu à Douala des sessions du Conseil scientifique et d'université. L'objectif est d'évaluer l'état d'avancement des travaux de la dernière session du Conseil scientifique et d'envisager des perspectives pour la nouvelle année académique. Plus de précisions avec Laure Mbalatangana de CRTV Littoral.
2 jours de travaux pour passer au scanner, une offre de formation sans cesse améliorée. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, IUG, à travers son conseil d'université, s'arrime au canon de l'ordre académique, permettant ainsi de faire une évaluation des activités de son établissement. Des travaux qui se passent sous le regard vigilant du représentant du ministère des Enseignements supérieurs, dont le rôle n'est plus à démontrer. Un rôle d'encadrement, d'orientation et de conseil pour que nous restions tous sur la même longueur d'onde, sur le même niveau d'information et que nous nous projetions tous pour l'avenir. La recherche scientifique faisant également partie des priorités de l'UIG, le conseil scientifique lui a donné la possibilité de plancher sur l'état des travaux de recherche, la carrière des enseignants et le suivi des étudiants. D'excellents chercheurs qui sont formés et mis à disposition du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Entre autres objectifs, ces assises assureront aux futurs étudiants une formation de qualité pour des résultats satisfaisants. L'étudiant qui est encore à la maison, qui n'est pas encore chez nous, doit s'assurer que l'Institut universitaire du Golfe de Guinée fonctionne suivant les textes réglementaires, fonctionne sous le contrôle du ministère de l'Enseignement supérieur. Avec ses 108 salles de classe reparties sur 3 campus, l'UIG se présente comme un cadre ultra-moderne pour un enseignement de qualité. Il est également doté d'un amphithéâtre de 700 places, 9 salles informatiques, 11 ateliers pour les filières industrielles et technologiques et 3 laboratoires pour les filières paramédicales. Un cadre idéal pour concilier la théorie à la pratique et faire de ces apprenants une main-d'œuvre efficace pour le marché de l'emploi. Dans la suite du journal, nous parlons de sport et des préparatifs de la CAN 2019. Une certaine actualité avait laissé croire qu'un orage avait emporté littéralement les bâtiments construits pour un hôtel devant accueillir les délégations de la CAN dans le chef-lieu de la région du Nord. Il n'en est rien, nous disent nos correspondants de CRTV Garoua. Chantier de construction de l'hôtel 70 chambres de Garoua dans le cadre de la CAN Total Cameroun 2019, les ingénieurs tout comme les ouvriers vaquent paisiblement à leurs occupations. Une ambiance de travail qui contraste avec la folle rumeur faisant état de l'effondrement de cet édifice qui commence à dévoiler son charme au cœur du quartier Plateau à Garoua. C'est pendant un coulage de dalles qu'on a eu une rupture de quelques étais en bois, mais rien de bien grave. Ça a été une zone ponctuelle de 3 mètres carrés. Avec les intempéries, il a beaucoup plu, il y a eu des glissements et le bois avait pourri, donc on peut déduire l'échafaudage a cédé sous la pression du béton pendant le coulage, mais ça n'affecte à rien la structure de l'ouvrage. Dans cette infrastructure hôtelière 4 étoiles, les travaux avancent sereinement. Le projet se déroule bien, le gros œuvre est à 85%. Nous attaquons déjà les lots techniques avec les lots fluides en décembre. On sera prêt. Le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, descendu sur les lieux, rassure. Nous pouvons démentir cette information parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une dalle. La dalle étant un ensemble plein, déjà coulé. C'était une dalle en préparation. Ce projet de la CAN est assuré du point de vue des incidents, dont nous rassurons l'opinion publique nationale et internationale que tout se passe très bien ici à Garoua par rapport à ce projet lié à la CAN. Les travaux de construction des infrastructures hôtelières dans le cadre de la CAN Total Cameroun 2019 à Garoua avancent sereinement selon le rythme imposé par le cahier de charges. La deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, disputée le week-end dernier, a réservé bien des surprises. Le Cameroun, champion d'Afrique en titre, le Gabon, l'Algérie et le Sénégal ont concédé des matchs nuls, tandis que le Burkina Faso et le Ghana sont tombés respectivement face à la Mauritanie et au Kenya. Revue des résultats de cette deuxième journée avec Jean-Cyriac Besseux. Les favoris n'ont pas marché sur du velours lors de cette deuxième journée de la campagne des éliminatoires de la CAN 2019. Pour la première de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert sur le banc de touche des champions d'Afrique en titre, les Lions indomptables du Cameroun ramènent un point du guépier comorien. Michael Ngandengandju et ses coéquipiers
ont été tenus en échec, un but partout à Moroni, par une équipe des Selacantes bourrée d'ambition. Dans l'autre match du groupe B, le Maroc a dominé le Malawi 3-0. Au classement du groupe, le Cameroun occupe le fauteuil de leader avec 4 points talonnés par le Maroc. D'autres matchs nuls ont été enregistrés sur le continent. Le Sénégal de Sadio Mané est reparti de Madagascar avec un nul, 2 buts partout. L'Afrique du Sud a buté à domicile sur la Libye 0-0. Le Gabon a concédé un match nul, 1 but partout face au Burundi. Même résultat pour l'Algérie en Gambie. Score identique au terme des débats entre Zambiens et Namibiens. Succès 2-0 pour la Mauritanie face aux étalons du Burkina Faso. Carton plein pour l'Égypte face au Niger. Les Pharaons ont filé 6 buts sans réplique au Niger avec un Mohamed Salah tout feu tout flamme, auteur de 2 réalisations. Les éléphants de Côte d'Ivoire en déplacement au Rwanda ramènent un succès 2-1. La Guinée équatoriale s'impose face au Soudan 1-0. Le Nigeria marche sur les Seychelles à domicile 3-0. Au total, 49 buts ont été inscrits sur l'ensemble des 24 rencontres disputées. Je vous rappelle à présent les principales informations de ce journal qui s'achève. Sécurité, les chefs de terre resserrent la ceinture. Les gouverneurs des régions sont en conclave à Yaoundé depuis ce matin. La sécurisation du scrutin présidentiel du 7 octobre est au menu de leurs travaux. Et vous avez suivi les assurances données par les participants et le ministre de l'administration territoriale dans ce 20h30. Littérature politique, la nouvelle signature de Paul Biya, le livre-programme pour le libéralisme communautaire vient d'être réédité. Le renouveau de la pensée va bien au-delà de la couverture pour restituer le livre dans son actualité et son temps. Et vous avez suivi quelques témoignages dans le 20h30. Et puis, préparatif de la CAN 2019, la tempête passe et les chantiers continuent à Garoua. Un orage a causé plus de peur que de mal dans la construction d'un hôtel devant accueillir les délégations dans le chef-lieu de la région du Nord. Le secrétaire général de la région nous a dit qu'il n'en était rien. Merci d'avoir regardé ce journal. Juste après, vous allez suivre Achou Nienti dans le cadre de son magazine Inside the Presidency. Il reçoit le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Ernest Ngouaboubou, les retombées du voyage du président de la République pour le sommet de la coopération Chine-Afrique au menu de l'entretien. Prochaine édition de l'information, c'est à minuit avec Jean-Cyriac Besseux et Patricia Leba-Metokson. Bonne suite des programmes sur la CRTV.